Salut mon cœur. Eh ben, si on commençait maintenant donc les petites vidéos sur le rechargement, je me suis dit que ce serait une bonne façon pour moi de te transmettre ce que je sais faire sur le rechargement. Donc je vais m'amuser à te faire des vidéos qui te seront disponibles à tout jamais, donc de ton vieux père, sur ce qu'est le rechargement. Voilà, donc on va commencer bien sûr par un petit passage théorique, hein, histoire de pouvoir s'asseoir sur des connaissances qui nous permettront de mieux comprendre la suite. Voilà, donc c'est parti. Alors c'est parti, un petit point sur la sécurité, Loulou. C'est très important, évidemment, tu es en train de faire une activité qui nécessite quand même une grande attention. Donc il faut pas être distrait, il faut faire en sorte de pouvoir faire les choses bien. Sinon on les fait pas en fait. Si jamais tu as moins d'une heure pour pouvoir travailler, tu commences même pas en fait à bosser puisque ça sert à rien. Donc on fait les choses avec beaucoup d'attention, on essaye de pas être discret, on porte des lunettes et des gants si besoin, surtout les lunettes en fait au moment où on utilise les amorces, là on commence à mettre des lunettes là pour éviter en cas d'incident d'avoir des problèmes. Et on utilise toujours un équipement et des éléments qu'on a éprouvés, on évite de faire trop de bidouilleries, de, de- on évite de prendre des risques en fait. Par rapport à la poudre, c'est important de toujours identifier et de conserver la poudre que tu as. Donc identifier, je veux dire par là, c'est que tu dois toujours savoir qu'est-ce que tu utilises comme poudre. Si jamais tu dois exceptionnellement transférer ta poudre dans un autre contenant, tu marques bien sur le contenant qu'est-ce que c'est comme poudre. Et tu la conserves toujours donc, dans un endroit sec et frais, loin de toute chaleur évidemment. Et évidemment, on évite la chaleur et la poudre, ça fait pas bon ménage. On évite de mélanger les poudres, évidemment, on ne s'amuse pas à faire l'apprenti sorcier, on ne fait jamais ça, on ne mélange pas des poudres. C'est important d'avoir un examen quand même assez sincère de ces douilles avant de les recharger, pour justement éliminer toutes celles qui pourraient être évidemment donc abîmées, fendues, trop tordues pour être redressées, etc., etc. Chaque fois qu'on met en place un nouveau chargement, on fait bien attention aux surpressions, on en parlera un peu plus tard, et on respecte les tables que je te présenterai plus tard. Quand on recharge, tu verras que j'essaierai de mettre ça en relief dans mes vidéos. On essaye de mettre au point une technique et des routines qui évitent qu'on fasse des erreurs en fait. Quand on s'organise bien dans son travail, en fait, ça nous évite de faire des erreurs. Ce que j'entends par erreur, par exemple, ce serait de, de faire une munition en oubliant par exemple de mettre la poudre à l'intérieur. Ça peut arriver quand on fait des munitions, on n'en fait jamais qu'une, on a tendance à faire toujours des lots. Et quand on fait des lots, on peut être amené de temps en temps à faire des erreurs. Donc, en fonction de l'organisation que tu auras, tu pourras éviter certaines de ces erreurs. Et je préfère mettre le doigt là-dessus rapidement parce que ça, c'est une erreur qui serait vraiment pas cool. Il faut toujours faire attention aux unités qu'on utilise, puisque quand on recharge, il y a beaucoup d'unités qui sont françaises, comme les grammes et les unités métriques, centimètres, millimètres, etc. Mais au rechargement, on utilise aussi beaucoup d'unités américaines, comme les grains. Donc les grains, c'est l'unité américaine pour mesurer la masse, enfin le poids de la poudre. Et tous les systèmes métriques qui peuvent être utilisés, notamment quand on utilise des outils américains, par exemple les clés Allen. Aux États-Unis, elles n'ont pas les mêmes dimensions. Donc il faut avoir l'œil par rapport à ces unités-là. Sur cette diapo, je te propose qu'on voit ensemble les différents éléments de l'étui. Alors déjà, on va parler de quelle est la différence entre la douille et l'étui. Donc tu verras qu'il y a des petits malins qui, parce qu'ils ont un passé militaire, vont te dire que les étuis, c'est conventionnellement utilisé pour les calibres inférieurs à 20 mm. Donc en dessous de 20 mm, on parle d'étui, au-dessus, on parle de douille. Autrement dit, les douilles, en fait, ce serait principalement utilisé pour des canons. C'est donc la munition, enfin l'élément de munition qui sert pour les canons. Alors ça, c'est une règle non écrite que l'armée a utilisée, donc tous les militaires et ex-militaires utilisent ça. En vérité, la CIP, la Convention internationale permanente, désigne par le mot douille tous les étuis des armes portatives. Donc en fait, puisque la CIP, c'est elle qui fait un peu la loi par rapport à tout ce qui est munitions de par le monde occidental, et ben en fait, tu peux donc dire le mot douille ou étui indifféremment. Donc on voit que la douille est composée de différents éléments. Donc le corps
en A, l'épaulement, etc., etc. Alors les éléments les plus importants pour toi à retenir, c'est le C, le collet, donc la partie qui maintient l'ogive. C'est le H, les vents, le petit trou en fait qui va entre le I, le puits d'amorce et donc la chambre où il y aura la poudre. Donc les vents, le I, le puits d'amorce et le C, le collet. Sur le dessin du milieu, je mets un exemple des différents bourrelets, donc les différents culots, les culs d'amorce en fait, les culs de douille pardon, que tu peux trouver sur le marché. Donc en fait, nous, on verra plus tard, mais ceux qu'on utilise principalement, en fait, ce sont les C et les D. Donc les C, les culots à gorge, et les D, les culots ceinturés, qui sont renforcés, en fait, principalement parce qu'on les utilise dans des calibres Magnum. Magnum, un peu comme son nom l'indique, hein, c'est parce qu'ils sont plus pêchus, ils ont plus de pêche, donc il faut qu'ils soient un peu plus costauds. Et enfin, le dernier dessin, en fait, où je te mets des étuis droits ou des étuis à collet rétreint ou à ce qu'on appelle des étuis bouteilles aussi. Donc, principalement, en gros, les étuis droits, c'est pour les armes de poing et les étuis rétreins ou bouteilles, c'est pour les armes d'épaule, les fusils. On verra bien sûr qu'en rechargeant, on va recharger tous les types d'étuis, enfin ces deux types d'étuis-là. À la page suivante, je te présente les différents types d'amorces. Alors on voit qu'il y a deux types d'amorces. Sur la gauche et sur la droite, tu vois que sur la gauche c'est les boxeurs et sur la droite les berdanes. La principale différence que tu vois en fait, c'est que le trou des vents, donc entre l'amorce et la chambre de poudre, la chambre à poudre, sur les boxeurs, il n'y a qu'un seul trou des vents, sur les berdanes, il y en a deux. Les berdanes ont principalement une utilisation militaire, donc nous on va utiliser principalement et quasiment exclusivement en fait des amorces de type boxeur. Alors, on voit qu'il existe différentes tailles, c'est en haut à droite, différentes tailles d'amorces, les larges rifles, les small rifles, large pistol et small pistol. En fait, on verra qu'en fonction du calibre, évidemment, on utilise un de ces quatre diamètres-là. Sur cette diapo, je te parle des projectiles. Alors, les projectiles qu'on a souvent tendance à appeler ogives. En réalité, si on devait être un petit peu tatillon, la partie ogive du projectile, c'est juste la partie avant, celle qui sur le diagramme est mentionnée comme la partie 1. Par erreur et par simplicité, on appelle la totalité du projectile ogive. Mais si on devait être vraiment tatillon, l'ogive, donc, ce n'est que la partie avant du projectile. Donc là, ce qui est important pour toi, c'est de voir, de se rappeler de ce qui est le 3, la pointe, hein, ou la tête du projectile. Le 6, l'arrière fuyant, bobtail, puisque en fait on va voir que bien sûr elles n'ont pas toutes un arrière fuyant, mais celles qui ont un bobtail donc c'est les munitions de précision et c'est celles que j'aimerais qu'on voit un peu plus tous ensemble, tous les deux. En dessous je te mets différents types d'ogives. Là-dessus je vais principalement attirer ton attention sur la 1 et sur la 7. Qui sont donc la 1, c'est la complètement blindée, autrement dit en anglais la FMJ, la Full Metal Jacket, celle qu'on utilise pour faire du tir, on va dire du tir sportif 9 mm par exemple, et la 7 en fait qui est une balle de qualité match, donc qui assure un très bon coefficient balistique, c'est celle qui vole le mieux, le plus loin, le plus droit, de manière à avoir le plus de précision possible. Sur cette diapo là, je vais pas trop m'étaler, mais l'idée c'est de te présenter qu'il y a différents types de poudres. Alors les poudres, on les utilise en fonction des calibres qu'on recharge. Et les deux principales différences que tu vas avoir dans les poudres, c'est donc déjà la forme de la poudre. Donc là, tu vois qu'il y en a certaines qui sont en forme de bâtonnet, d'autres qui sont en forme de paillettes, d'autres qui sont en forme de sphères, de petites sphères, etc. Donc la forme de la poudre déjà est importante, puisque en fait, en fonction de ce que tu vas utiliser pour recharger, elle va se trouver être plus facile à peser, par exemple. La poudre en paillettes est une galère sans nom à peser, alors que les poudres en bâtonnet, par exemple, sont beaucoup plus simples à peser. Donc la forme est importante. Et le deuxième élément qui est important, c'est la vivacité de la poudre. La vivacité, alors souvent on va parler de vivacité relative ou de vivacité absolue, mais la vivacité relative est plus importante. C'est grosso modo la capacité de la poudre à monter en pression quand elle flambe en fait. Donc c'est plus la poudre est vive, plus elle va brûler vite et plus elle va donner des pressions élevées.
Donc on va voir tout ça un peu plus tard, mais c'était important que tu saches ces deux choses sur la poudre.